Moby vous présente iWeek, toute l'actualité Apple en live sur Watch TV. Bonsoir à tous, soyez les bienvenus, c'est mardi soir, c'est iWeek sur Watch TV. On est ensemble pour une heure pour passer en revue toute l'actu de l'écosystème Apple. On est en direct et vous pouvez réagir, vous pouvez intervenir grâce à Twitter et le hashtag que vous voyez en bas de l'écran iWeek TV. On a beaucoup d'actu à voir ensemble. On a cru que la semaine serait calme et en fait ça s'est bien réveillé ces dernières 24 heures. Et pour passer cette actu en revue ensemble, on va saluer nos deux complices du jour que je salue moi-même en premier. Guillaume Jette, tout là-haut à gauche, en haut à gauche. Salut Guillaume. Écoute, ça va pas mal. Il fait un peu frisqué, ça y est, l'hiver approche, mais ça va plutôt pas mal. Bon, on va rappeler que tu es un vieux de la vieille, toi aussi, du monde Apple. Je t'en prie, un peu de respect. Bon, puisque tu vas pas le dire, moi je vais le dire. Et on te doit notamment cette excellente utilitaire qui s'appelle DiskMaker X. Ouais, 10. Ah, tu dis 10, toi? Alors on dit macOS 10, donc normalement on va dire il y a des DiskMaker 10. C'est vrai. Ok. Je suis assez d'accord avec toi. J'y avais jamais pensé, mais c'était très juste, mon capitaine. Et donc DiskMaker 10, c'est un utilitaire gratuit, mais vous pouvez faire un don qui vous permettra de créer une clé USB de démarrage avec la version de macOS 10 ou d'OS 10, puisque c'est ce qu'on dit maintenant, de votre choix. Ça marche aussi avec Yosemite maintenant, Guillaume. Oui, ça marche avec Yosemite. Et puis à côté de ça, faut pas oublier que c'est qu'un passe-temps et que à côté, je suis aussi consultant, formateur. Je fais plein de trucs dans le domaine du Mac. J'ai fait des bouquins. Et puis j'anime un podcast avec des copains qui s'appelle 3 hommes et un podcast. Si vous voulez entendre écouter un peu parler du Mac dans vos oreilles avec des gens qui connaissent le monde Apple depuis quelques années aussi, c'est à écouter sur internet 3hep.fr. Absolument. Et c'est vrai qu'on n'en parle pas souvent de ton podcast, mais c'est très sympa. Il faudrait en parler plus, monsieur. Voilà. Donc on va se rattraper à partir de maintenant. Et puis je voudrais aussi qu'on salue notre deuxième complice du jour, c'est Gilles Dounès, le patron, le directeur de la rédaction de MacPlus.net. Salut Gilles. Salut Benjamin, comment vas-tu? Ça va très bien, ravi de te retrouver pour cette heure qu'on va passer ensemble à balayer l'actu Apple. Voilà, je crois qu'on peut dire que c'est parti et donc on se retrouve dans un instant pour entrer dans le vif du sujet. Alors l'actu Apple, ce soir, en ce mardi, si vous nous regardez en direct évidemment, 9 décembre, il est 20h03, c'est la sortie d'une mise à jour pour iOS. Si vous avez un iPhone, un iPad ou un iPod Touch, 8.1.2, c'est la dernière version. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Est-ce que vous avez le temps d'y jeter un œil? Ça fait à peine une heure qu'elle est dispo. J'ai regardé grosso modo ces pages de sécurité et autres joyeusetés, et surtout apparemment ça corrige des problèmes avec les sonneries personnalisées qu'on aurait achetées sur iTunes Store. Des fois vous auriez eu l'idée d'acheter des sonneries sur iTunes Store, ça serait bizarre. C'était quoi le problème? J'en sais rien, c'est sûrement qu'elles n'étaient pas gérées correctement, qu'elles n'étaient pas attribuées au bon utilisateur. J'ai constaté ça des fois sur mon iPhone qui perd les sonneries personnalisées que je lui mets pour certains contacts. C'est bizarre. Voilà, donc une mise à jour pas essentielle du tout. Faites-la quand même, on sait jamais. Oui. Est-ce que tu suis le même conseil Kelly qu'on embrasse du côté de Nice, à savoir toujours attendre 48 heures avant de faire une mise à jour? Attendez toujours 48 heures. Laissez les autres essuyer les plâtres. On l'a vu avec la 8.0.1, allez, rappelez-vous, qui avait complètement rendu inutilisable pas mal tous les iPhone 6 dans le monde. Joli bug du côté d'Apple. Et donc il vaut mieux toujours attendre un petit peu avant de déployer une mise à jour. Moi, je déploie rarement les mises à jour le jour J. Je préfère attendre 1 ou 2 jours, voir un petit peu les commentaires sur les forums, etc. Et surtout, sauvegarder avant de faire une mise à jour, parce que c'est toujours le même problème. Si vous avez un plantage gravissime, je pense surtout sur Mac, sur iOS c'est un peu différent. Mais par exemple, si vous êtes sur votre Mac et que vous avez un gros plantage gravissime à cause d'une mise à jour,
ou vous avez un logiciel qui ne fonctionne plus du tout, et ben ça peut être assez embêtant, donc il vaut mieux assurer ses arrières. Alors à propos d'iOS 8, on sait qu'il y a un composant très important désormais à la fois d'iOS et d'OS 10, donc le système d'exploitation du Mac, qui s'appelait iCloud, qui s'appelle maintenant iCloud Drive. Vous me corrigez si je me trompe. Apparemment, la liberté qu'ont les développeurs pour accéder aux fonctions de la Cloud Drive, c'est un petit peu resserré puisque l'éditeur de Transmit, une application de transfert, s'est vu refuser sa dernière mise à jour par l'équipe qui valide les apps sur l'App Store, justement parce qu'elle faisait des appels à iCloud Drive. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'Apple se réserve finalement l'usage de ces fonctions, Guillaume? En fait, le problème, c'est pas ça. En fait, Kabel Sasser, le développeur de Panic, a fait un article de blog sur son site et il a expliqué un peu plus en commentaire personnel. Il dit le problème, souvent, c'est pas tellement Apple, c'est surtout les personnes qui font les reviews sur l'App Store. D'ailleurs, elle est où l'application de iWeek TV et alors, Watch TV sur l'appli de Watch, alors c'est vrai que je vous avais promis des nouvelles. On l'a soumise il y a 15 jours, je crois que je vous en ai parlé il y a 15 jours. Elle est toujours sur mon iPhone à l'état de bêta. Je vais peut-être pas vous montrer la page d'Andromaque parce que vous allez hurler, mais je peux vous montrer ce que ça donne quand on est sur les replays d'iWeek. Voilà. Oui, donc là on est sur les replays d'iWeek et donc on a accès. Si le réseau veut bien me donner les vignettes à toutes les archives de l'émission, ça vaut pour iWeek, mais c'est aussi valable pour toutes les émissions de Watch. On peut aussi lancer le live et si tout va bien, si tout va bien, voilà, c'est moi que vous voyez puisque là c'est l'antenne à laquelle vous avez accès. Ouais. Désolé. Pour tout vous dire, l'appli a été rejetée par l'App Store. Alors pour une raison qui est quand même assez comment dire, assez frustrante et assez agaçante, c'est que, comme vous le savez, Watch TV est disponible partout sur tous les écrans, donc aussi sous forme d'appli pour les autres systèmes d'exploitation. Et l'appli faisait un appel vers une des pages du site web de Watch dans laquelle on voyait un bandeau qui invitait les possesseurs de smartphones Android à télécharger l'appli Android qui existe depuis un certain nombre de mois, parce que c'était une des premières à sortir. Et donc l'appli iOS a été refusée à cause de ça, à cause de la présence d'un lien pour télécharger l'appli Android. Alors autant vous dire qu'on a trouvé une solution et que l'appli va être soumise dans les toutes prochaines heures. Ça aurait dû être le cas la semaine dernière et puis on a été un petit peu débordé ici parce qu'on prépare le CES à Las Vegas qui démarre Noël, dans moins d'un mois. Voilà. On prépare Noël, mais on prépare surtout le CES à Las Vegas et donc voilà, l'appli Watch, elle devrait être resoumise dans les heures qui viennent et on espère une validation très rapide parce que en général le deuxième examen va plus vite que le premier. Voilà Guillaume. Donc, en fait, Apple ne se mélange pas. Non, c'est valable pour tout. Ouais. Non mais ça montre, voilà, le problème c'est l'inanité du système parfois des reviewers, donc des personnes qui font les reviews des applications sur l'App Store, où les règles des fois sont définies de façon très floue. Et là le pire c'est qu'en fait dans les règles d'utilisation d'iCloud Drive par rapport aux applications, il n'y a pas de limitation particulière qui était indiquée de façon très claire dans les documentations d'Apple. Donc les développeurs n'ont pas très bien compris, puisqu'en plus l'extension qu'ils utilisaient, la façon qu'ils utilisaient l'extension de Transmit semblait plutôt cohérente, la façon dont l'application qu'on appelle iCloud Drive, je vais y arriver, semblait plutôt cohérente et plutôt intéressante. Et là, le problème, c'est déjà arrivé il y a peu de temps avec le développeur de PCalc, James Thompson, qui est un excellent développeur en plus, j'aime beaucoup, qui a eu un souci, son application a été rejetée de l'App Store parce qu'elle lui intégrait une fonction de calculatrice dans le centre de notification d'OS 10. On peut maintenant rajouter des fonctionnalités et il peut être étendu à la façon des widgets d'Android. On peut rajouter des petits programmes qui rajoutent des fonctions. Et Apple a dit non, on peut pas. Sauf qu'en fait, il n'y a jamais rien qui interdisait à la base de le faire. Et il a discuté avec les gens de l'App Store et finalement, il a eu gain de cause. Il a pu diffuser son application telle qu'elle est. Donc, c'est très compliqué ce système-là parce que Apple a des règles qui sont
complexes, qui sont parfois totalement subjectives. Est-ce que c'est juste pour des raisons de sécurité? On va reparler de Sony tout à l'heure, qui s'est fait à nouveau hacker, mais est-ce que c'est juste pour des raisons de sécurité, à ton avis? Non, pas forcément. Le problème, c'est ça, c'est qu'en fait, en plus, c'est pas lié systématiquement à des problèmes de sécurité. Des fois, c'est juste qu'une fonction semble bizarre. Un des reviewers d'Apple va dire, ça, non, on n'est pas tellement d'accord, mais il va pas forcément avoir de grosses discussions, peut-être en amont. Peut-être qu'il y en a, j'en sais rien, mais c'est très compliqué. Enfin, en tout cas, le problème, c'est que des fois, les règles sont très floues. Et quand on tombe dans cette zone de flou où elles sont juste pas définies, et quand on tombe dans la zone de flou et que ça nous revient dans la tête comme un boomerang, c'est sûr que c'est pas très agréable. Ouais. Donc, Gilles, est-ce que toi, tu as déjà eu affaire à, on va dire, à la censure de l'App Store? Parce que c'est aussi un peu comme ça qu'il faut l'appeler, hein. On est passé, je crois, avec l'application du premier coup, presque. Le problème, c'est qu'ils sont peut-être un peu nerveux à cause des problèmes qu'il y a eu avec les différentes vedettes qui sont faites hacker ou qui sont faites contourner les protections de leur compte. Alors peut-être que les gens qui font la validation étaient plus tatillons de ce côté-là. Le problème quand c'est ambigu, c'est un peu en fonction des gens qui valident, quoi. Ouais. Bon, je profitais de cette petite pause que j'avais grâce à toi, Gilles, pour jeter un œil à Twitter. Je voudrais saluer les fidèles de l'émission, Philippe Legrand évidemment, Titou, Johnny, etc. Bon, je me fais charrier parce que j'étais en 3G sur mon iPhone, mais oui, ici je capte pas la 4G, mais j'aurais pu, voilà, si elle était arrivée jusqu'à moi. Quand arrive l'appli, on espère d'ici quelques jours au grand maximum. VLC sur iOS, on va peut-être en reparler tout à l'heure. À propos d'iCloud, il y a un geste peut-être à adopter assez rapidement. On parle d'une clé de secours qu'on aurait intérêt à sécuriser. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu de quoi il s'agit et quel est l'intérêt de cette clé de secours et comment on l'obtient tout simplement? Gilles, tu laisses la main ou tu me la passes? Ah non, je te la passe avec plaisir. toi Guillaume, alors. Bon, en fait, Apple a activé il y a quelque temps une fonction d'authentification en 2 étapes qui fait que pour iCloud, quand vous autorisez un nouvel appareil, par exemple, vous pouvez dire, maintenant, quand j'autorise un nouvel appareil à se connecter à iCloud, il va falloir que sur un autre appareil de référence, on reçoive un code, un jeton, en fait, un code qui va me permettre de valider et dire, ok, cet appareil, effectivement, est autorisé à utiliser mon compte iCloud. Alors c'est bien parce que ça augmente de façon quand même assez significative la sécurité du compte, mais ça peut aussi poser des problèmes parce que si vous perdez tous vos appareils et que vous faites voler et que vous n'avez plus aucun appareil et que vous perdez votre mot de passe, vous n'avez plus accès du tout au compte. Alors dans ce cas-là, il y a une parade, c'est qu'en fait sur le compte, sur le site dédié aux Apple ID, c'est ce qu'on voit là en fait. Voilà, appleid.apple.com, je crois, quelque chose comme ça, myappleid.apple.com, il me semble. Donc, quand on va sur ce site, on va pouvoir en fait récupérer une clé, la clé de secours. Et cette clé de secours va vous permettre donc de définir en fait vous pouvez l'utiliser pour l'imprimer. Vous l'imprimez, vous la gardez de côté, vous la mettez dans votre coffre, et ainsi vous sécurisez votre compte iCloud. Sauf que le risque, c'est que si vous perdez totalement votre compte iCloud, vous perdez la clé de sécurité, vous n'avez plus du tout accès à votre compte, évidemment. Donc c'est quoi? C'est un moyen de récupérer l'accès à son Apple ID, quel que soit le contexte. Mais c'est important parce que ça montre aussi qu'Apple dit bien, nous on ne veut pas donner l'accès, on ne veut pas avoir l'accès à votre compte iCloud en fait directement. Ouais. C'est toujours le même souci. C'est après, est-ce qu'on autorise de donner l'accès? Est-ce que du coup, si on donne l'accès, si Apple dit, on peut vous aider à déverrouiller votre compte iCloud, ils peuvent le faire. Donc ça veut dire que vos données ne sont pas si sécurisées qu'ils veulent le faire croire. Donc du coup, le fait de dire, si vous perdez tout, que vous n'avez pas la clé de sécurité, vous perdez tout votre compte, en même temps, c'est un peu normal, je dirais. C'est la preuve aussi qu'Apple ne veut pas mettre veut mettre peut-être la sécurité assez haut sur ce type d'information. Mais donc, c'est une clé qu'il faut demander de manière volontaire. Faut aller faut aller où, en fait, pour la créer, cette clé? Elle existe déjà ou il faut la créer? Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aller la chercher, en fait, sur le site Apple ID. Voilà. Sur My Apple ID. Voilà. Et donc après, il faut la noter. Je veux dire, il faut la noter. Hein, Guillaume?
Oui, tout à fait, il faut la noter, effectivement. C'est le point important, c'est qu'il faut la noter. Bon. Donc voilà, si vous voulez être tranquille et si on vous pique tout votre matos d'un seul coup, et si vous voulez vous retrouver votre accès à votre compte Apple, voilà, le meilleur moyen, c'est de générer cette clé. C'est une nouveauté, cette clé, ou elle a toujours existé? Parce que j'ai l'impression que c'est une nouvelle sécurité qu'Apple propose, mais est-ce que c'est juste un rappel de leur part? Non, je pense que c'est plutôt un rappel. Il me semble qu'elle existait déjà avant et qu'effectivement c'était un rappel plus qu'autre chose. Mais oui, c'est important. Enfin, c'est un point important. Il faut penser effectivement à la mettre de côté. Alors, on va passer à un autre sujet, à l'un des cadeaux de Noël, évidemment, qui sera sans doute plébiscité par ceux qui veulent une tablette. C'est l'iPad Air 2. Disponible depuis quelques semaines, vous le savez. Figurez-vous que l'iPad Air 2 est très bien noté, y compris par un des sites de référence Android. Alors, c'est assez étonnant. Il arrive en tête des tablettes pour les fêtes sur le site Android Police. Alors, que moi, je ne connais pas plus que ça. Je ne sais pas si c'est un site qui vous parle, les amis. J'ai entendu parler. Non. Bon. Ouais, il paraît que c'est un des sites. Il paraît. Il faudrait que Samy ou Marie nous contactent. Peut-être qu'ils peuvent nous envoyer un tweet s'ils sont devant leur écran. Il paraît que c'est un des sites de référence. L'iPad Air 2 arrive en tête du classement devant devant d'autres tablettes, dont la Galaxy Tab S ou la Transformer d'Asus. Voilà. Donc si même la presse Android met l'iPad Air 2 en tête, c'est sans doute pas par hasard. Pendant ce temps-là... Oui, Guillaume ? Non, je voulais dire que le rédacteur était même plus dur que ça, en disant qu'ils avaient... personne parmi la rédaction n'avait été emballé par les propositions sur Android, et donc ils étaient contraints et forcés de donner l'iPad en tête du classement, et les réactions dans les forums étaient assez virulentes. Ah oui. Sympa. Bon, écoute, en tout cas, voilà. Pendant ce temps-là, Microsoft continue de faire la promo de sa Surface Pro 3, dont je vous ai déjà dit pas mal de bien la semaine dernière, si je me souviens bien. Alors, je me souviens, pour y être allé, quand même, c'était assez notable. Microsoft a quand même offert 5000 tablettes aux 5000 participants d'Adobe Max à Los Angeles début octobre. C'est quand même un beau cadeau. 5000 tablettes à environ 1000 euros la tablette, je vous laisse, ça fait à peu près 5 millions d'euros. C'est un beau cadeau. Microsoft a aussi mis sa Surface dans les mains des entraîneurs, des coachs de la NFL, donc le championnat de football américain. Et voilà, ça semble être vraiment la stratégie de Microsoft en ce moment, c'est de donner cette tablette parce qu'il n'arrive pas à la vendre. Oh, alors, oui, alors la donner pour mieux la vendre, je dirais, en tout cas. C'est la 2. Est-ce que ça marche vraiment? Alors, c'est la 2? Non, c'est la 3. Non, c'est la 2. Il précise bien que c'est la 2. Soi-disant parce que elle n'était pas prête. La 3 n'était pas prête quand ils ont monté le deal, mais effectivement, ils en distribuent, mais le problème, c'est qu'ils n'arrivent pas à la vendre. Ah, t'as raison. Ils n'arrivent pas à la fournir. Ah, t'as raison, j'avais pas vu. Il me semblait évident que c'était la 3, parce que la 2, franchement, n'a pas du tout les mêmes qualités que la 3. Enfin bon, en tout cas, Microsoft continue de pousser ses pions et de faire la promo de sa tablette, de ses tablettes, en tout cas. Alors, je dirais que c'est pas la vraie en plus, parce que c'est pas la vraie. Comment ça, c'est pas la vraie? Je dis, attends, Guillaume. Ils ont tout vidé. Ils ont enlevé tout un tas de trucs. Ils ont mis simplement des applications qui sont spécifiques pour et l'endurci, ce qui fait qu'elle encaisse davantage le froid et la chaleur. Non, bah attends, ils l'ont customisé, ils ont fait en sorte qu'elle résiste à un banc de touche sur un terrain de football américain. Oui, mais c'est comme une voiture au championnat du monde des rallyes qu'on va marketer chez son concessionnaire en disant voyez, on a gagné le championnat du monde des rallyes, ouais. on est des constructeurs, on est les plus forts. Non, c'est pas du tout. Il y a juste le logo qui change, quoi.
Bon, on va pas faire l'émission sur la surface, mais je voulais juste. Non, mais ça montre bien. Juste un truc, c'est par rapport à la stratégie de Microsoft. Microsoft n'a jamais été tellement radin là-dessus. Ils n'ont jamais hésité à inonder les différents canaux pour pouvoir faire tester ses produits et à les donner de façon assez large. Ouais. Samsung fait pareil. Hein. Oui, mais Apple, c'est quelque chose qui est pas du tout dans leurs mœurs, en fait. Ah non. J'ai l'impression que, voilà, si en tant que journaliste, les cadeaux d'entreprise chez Apple, ils sont plus que rarissimes. Là où Microsoft fait beaucoup plus de largesse, j'ai l'impression. En tout cas, c'est toujours ce qui m'a semblé. Moi, j'ai jamais vu Apple dire. C'est quoi, le dernier cadeau, le dernier cadeau. Dans une conf, dire, tiens, on va vous filer un iPad à chacun à la sortie de la conf, un téléphone. Non. De la vie. Je crois que l'un des derniers vrais cadeaux d'Apple, c'était une souris qui était posée sur le siège d'une keynote. C'était il y a au moins 10 ans, enfin. Ça fait 10 ans, voilà. Enfin, c'était la Magic Mouse, peut-être, non? Enfin, de mémoire. La Magic Mouse. Ouais. D'ailleurs, elle n'était pas posée sur le siège, elle était sous le siège. Elle était sous nos fesses pendant toute la keynote jusqu'à ce qu'elle soit dévoilée, et c'est seulement à la fin de la keynote qu'on nous a demandé de nous pencher pour voir la boîte qui était en dessous. Voilà. Depuis, il n'y a pas eu trop de cadeaux de mémoire. Mais c'est pas leur culture d'entreprise, en fait. Ouais. Voilà, c'est leur façon de fonctionner. Chaque dollar doit être bien dépensé et, si possible, sur des points clés. Voilà. Bon, on va changer de sujet. On va reparler un petit peu de Steve Jobs. On en dira un mot encore à la fin de l'émission parce que il y a encore des coups de théâtre en ce qui concerne le deuxième biopic qui va peut-être se faire, peut-être pas, on sait pas. En revanche, il y a quand même une demande de plusieurs grands médias américains de pouvoir diffuser une vidéo posthume de Steve Jobs. Est-ce que l'un de vous peut m'expliquer ce qui se passe? On a commencé à en dire un mot la semaine dernière. C'est scandaleux parce que c'est 6 mois avant son décès. Visiblement, il était extrêmement fatigué et même diminué physiquement. C'était pas le genre à dire à botter en touche quand il avait quelque chose à dire. Et il était fatigué et il répondait sans arrêt qu'il ne se souvenait pas. C'est du pur voyeurisme parce que Steve Jobs et Apple font de l'audience et font du clic. Il y a pas de. Est-ce qu'on peut replacer quand même de quoi on parle? On parle du procès aux États-Unis autour de l'iPod et de la violation supposée ou pas des lois antitrust autour du système de protection des fichiers, ça, des DRM. Oui, d'autant que les plaignants, en plus, ont été déboutés parce qu'ils n'avaient pas, ils ont été obligés d'avouer qu'ils n'avaient pas d'iPod. Donc c'est purement une façon de gagner de l'argent pour un certain nombre de personnes aux États-Unis en intendant des procès aux grandes sociétés et en essayant de les faire condamner. En fait, pour revenir un peu à la base du truc, c'est quand même qu'apparemment, Apple disait Apple aurait supprimé volontairement des morceaux des iPods, morceaux achetés sur d'autres boutiques, d'autres concurrents. C'est un peu compliqué. Enfin, moi, j'ai un peu des doutes là-dessus parce que le fonctionnement d'iTunes Store et de l'iPod, effectivement, c'était très lié. Les deux étaient très liés. Mais à partir du moment où un morceau était fourni sans protection numérique, il n'y a aucun moyen, à ma connaissance, il n'y avait pas vraiment de moyen pour qu'Apple dise, tiens, on va supprimer des morceaux qui viennent d'une boutique. Ça n'avait pas vraiment d'intérêt. Ouais. Après, c'est le problème des DRM en général. Le souci des DRM, donc les protections numériques, les Digital Rights Management, permettent de faire ce genre de choses. On l'oublie souvent, mais oui, c'est vrai que ça permet de déverrouiller une plateforme. Ce qu'Apple a fait, mais faut pas oublier non plus qu'Apple a milité pendant très longtemps pour que la musique soit non protégée, justement. Rappelez-vous la lettre qui s'appelait Open Letter About Music, je crois, et qui doit toujours être accessible sur le site d'Apple, ou sinon il est facilement trouvable, on peut facilement le trouver sur Internet. Et c'était un courrier très intéressant de Jobs, justement. Quand tu utilisais Apple, c'était l'époque où il utilisait apple.com comme blog, en fait, comme on dit souvent. Et donc quand il bloguait, voilà, il faisait des petits courriers comme ça, qui étaient destinés à être lus par tout le monde entier. Et ce courrier-là était très intéressant parce qu'il revenait justement point par point sur la raison essentielle pour laquelle Apple avait mis des protections numériques sur les morceaux de musique, mais la raison aussi pour laquelle Apple ne pensait que ça ne servait à rien. Et ils avaient totalement raison. Et c'était en 2008, c'était l'époque où il militait pour la suppression des DRM.
ce dont les majors ne voulaient pas entendre parler, et finalement ils sont tous mis. Et on a bien vu que finalement l'essor a été bien plus intéressant pour elle à ce moment-là, et que ça, maintenant le piratage, faut pas rêver, ça existera toujours. Les majors, on sait qu'elles essaient de se battre contre le piratage. Il n'y a pas de moyen technologique pour contourner. C'est le jeu du chat de la souris. Et le chat, à un moment, il essaie de manger la souris, mais la souris s'échappe toujours. Mais expliquez-moi quand même, expliquez-moi la démarche on parle, là, en l'occurrence, cette vidéo qui apparemment fait 2 heures de Steve Jobs, il y a quand même 3 grands médias américains qui réclament de pouvoir la diffuser. CNN, Bloomberg et Associated Press. Enfin, c'est quand même 3 très gros médias. Oui, mais c'est des gens qui doivent faire de l'audience à tout prix, et Steve n'est plus là depuis 3 ou 4 ans maintenant, je ne me souviens plus exactement. Ils ont besoin de... comment dire ? On a parlé de Tim Cook et du fait qu'il maintenant était légitime et qu'il avait réussi à imposer sa façon de fonctionner à la tête d'Apple. Il faut absolument quelque chose d'autre pour alimenter et repousser à la roue et refaire partir la machine autour de l'intérêt, autour d'Apple et autour des pages vues, du clic, de l'audience, etc. Guillaume avait raison de souligner, ce sont les majors qui ont imposé les mesures techniques de protection dès le départ, en 2003, quand il a fallu monter l'iTunes Music Store. Les gens, Steve Jobs n'en voulait pas. Et c'est ensuite, en 2008, je crois, c'est au moment dans 2007, l'année 2007, c'était pour l'album de Nora Jones, c'est EMI qui a fait un essai en vendant un album de quelqu'un qui vendait beaucoup à l'époque, sans mesures techniques de protection. Ils ont fait l'essai sur iTunes Music Store. Ils en ont vendu encore davantage que ce qu'ils comptaient et que ce qu'ils vendaient d'habitude. Et moyennant quoi, EMI a été la première maison de disques à signer avec Apple sur des morceaux vendus et des albums vendus sans mesures techniques de protection, avec une qualité d'encodage supérieure et un surcoût éventuel pour les gens qui voulaient mettre à jour leur fichier avec la nouvelle norme, moyennant quoi les gens de chez EMI, le numéro 1 et le numéro 2 qui avaient signé l'accord, ont été virés dans les 2 mois par leurs actionnaires et le conseil d'administration. Mais l'ensemble de l'industrie a été obligé de suivre, et en particulier Vivendi, qui était le numéro 1 à l'époque et qui voulait absolument pas en entendre parler au départ. Ok Gilles, on va passer au sujet suivant. On va quitter le procès aux États-Unis. On va revenir à Tim Cook, à l'Apple Watch, puisque on approche forcément inéluctablement de la date de sortie de l'Apple Watch. On n'a toujours pas de données précises. On parle toujours de début 2015. D'accord. Je pense qu'ils l'annonceront en début d'année. En janvier, ils feront une annonce à ce sujet, je pense. Ouais, avec une date. Une date un peu plus précise. En attendant, ça serait étonnant que ça soit au moment juste pour la Saint-Valentin, dans la mesure où il faut un certain nombre de semaines avant que les stocks soient là, donc ça fuiterait immédiatement. Et puis il faut un temps entre le moment où les gens font le cadeau, décident d'acheter ceci ou cela. C'est un peu ce qui se passe avec... mais il pourrait annoncer en janvier qu'elle sort pour la Saint-Valentin, par exemple, qu'elle sort... voilà. Éventuellement. Bon. En tout cas, c'est Tim Cook qui a sur lui-même la promo en ce moment de l'Apple Watch. Le PDG d'Apple l'a montré personnellement à l'un des ministres chinois qui était en visite en Californie. Il s'appelle Lu Wei. Alors, on le voit à peine sur cette photo, mais c'est bien l'Apple Watch qu'il a dans sa main droite avec un bracelet blanc. Voilà. Ils ont apparemment d'abord parlé de sécurité avant d'avoir droit à une petite démo privée de l'Apple Watch. Tim Cook, on en parle aussi
en ce moment, parce que évidemment le lancement de cette montre se prépare, on dit depuis la keynote qu'il a dévoilée et puis aussi l'événement chez Colette à Paris il y a quelques semaines, que Apple va vraiment s'appuyer sur des spécialistes du monde du luxe et de la mode pour assurer le lancement, avec des recrutements qui auraient lieu en ce moment. Est-ce que vous pensez vraiment qu'Apple va jouer cette carte-là et placer l'Apple Watch dans un univers très, très fashion, comme on dit? Bien sûr. Mais on a déjà discuté. Mais c'est évidemment le marché qu'Apple vise et la montre, c'est le marché de la mode et du luxe. Donc Apple va sur le marché de la mode et du luxe. Mais c'est le gros souci. Rappelez-vous toujours, c'est le même problème, c'est qu'Apple se positionnait sur les sciences humaines, au carrefour des sciences humaines et de la technologie. Et là, on rentre dans les sciences humaines d'une autre façon, je dirais. Mais ça fait le souci, c'est de penser que aujourd'hui, on cloisonne toujours les firmes technologiques comme faisant de la technologie. Donc l'ordinateur, c'est l'ordinateur, et puis voilà, et c'est très difficile d'en sortir. Et ce sont des produits dont les gens parlent communément. Les gens qui en parlent le plus, finalement, sont les gens qui sont dans le domaine de la technologie. Avec la Watch, ça va être différent, puisque pour qu'elle marche, les smartwatches actuelles n'ont pas vraiment marché parce que elles sont positionnées toujours comme des outils pour les geeks. D'accord ? Apple, rappelez-vous, fait des produits pour the rest of us, pour les autres gens, pour les gens qui ne sont pas des geeks, justement. Et son positionnement, si on regarde la logique de la chose, c'est de dire, c'est pas un outil technologique à la base, c'est d'abord une montre. Donc il faut positionner comme montre. Et les gens qui vont vendre des montres, c'est les gens qui sont dans la mode et dans le luxe. Voilà. Dans le luxe, pour la Watch en or massif, je sais pas combien, 24 carats là, forcément on va quand même la positionner sur le marché du luxe, donc c'est là où ça va être à la limite le plus intéressant, je pense, de voir comment ils vont la vendre. Et le reste, c'est du marché de la mode. Donc ça me choque pas, enfin le positionnement ne me choque pas du tout. C'est au contraire, moi je trouve que c'est très intelligent. Oui, d'autant que pour revenir à la musique, ils ont fonctionné exactement comme ça pour l'iPod, en la faisant porter par les artistes même. Là, ce sont les gens de la mode, d'autant que les recrutements précédents étaient également dans ce secteur-là. Et c'est pas étonnant d'ailleurs que Tim Cook fasse le VRP de luxe, puisque c'est son bébé en fait, cette montre. Ouais. Alors justement, à propos de Tim Cook, dans quelques jours, le magazine Time va élire la personnalité de l'année. Il s'agit quand même de succéder au pape François, donc c'est pas rien. C'est la couverture la plus prestigieuse de l'hebdomadaire. Et Tim Cook fait partie de la shortlist des 10 personnalités qui vont peut-être en tout cas fait partie de l'une, et sur cette liste des 10, parmi les 10, il y aura l'homme de l'année. On voit entre guillemets sa photo et sa photo de candidature. Alors dans la liste, c'est pas forcément des personnes identifiées, puisque parmi les 10, on a tous ceux qui soignent en ce moment le Ebola, notamment en Afrique. On a les manifestants de Ferguson. Alors Vladimir Poutine, je trouve ça un peu plus bizarre comme toujours été Time comme sélection. Ouais. Mais Time a toujours fait ça. Ils ont toujours, je crois que c'était dans les années 30 où il y a eu un moment le choix de savoir s'ils n'allaient pas mettre Hitler sur la couve comme homme de l'année. C'est pas forcément l'homme positif de l'année, c'est la personnalité la plus marquante de l'année. Est-ce que Tim Cook peut être la personne la plus marquante de l'année ? Oui, c'est pas le prix Nobel de la paix, c'est ça que tu veux dire. C'est pas forcément le prix Nobel de la paix. C'est ça. Voilà. Mais ce qui est intéressant, c'est justement, à la limite, je trouve ça journalistiquement intelligent parce que justement, ça les positionne de façon plus neutre, presque, que s'ils disaient, c'est quelqu'un de positif, etc. Non, c'est une personne qui a fait le buzz. Cook pourrait être un choix intéressant, mais je suis pas convaincu que ça passera. Parce que de toute façon, le problème, c'est qu'il est en train de planter Apple. On l'a vu, depuis que Steve Jobs est mort, tout va à volo et la société est en train de couler. Ah non, c'est pas ça. Merci. C'est fou, vous faites une piqûre. Oui, voilà. Non, c'est pas ça. Donc, les résultats pour Apple sont là. Enfin, ils ont à nouveau dépassé récemment les 700 milliards de dollars de capitalisation boursière. Bon, ils ont perdu depuis, mais à la limite, c'est pas très grave, je dirais, par rapport au reste. C'est l'une des premières entreprises dans le monde. Moi, j'ai toujours du mal à me le dire, d'ailleurs. C'est très compliqué quand on a connu Apple il y a de 97. Les années noires. Les années noires. On va se dire qu'aujourd'hui, Apple est une des plus grosses sociétés du monde. C'est toujours
c'est toujours délicat en fait à replacer. Mais c'est surtout ceux qui n'ont pas investi à l'époque qui ont du mal à se dire ça. Oui, quand je pense que j'ai failli convaincre un jour ma maman de dire ne prends pas des actions UAP, prends plutôt des actions Apple. C'est ça. Voilà. Moi aussi, j'ai raté l'action à $12 quand même en 2001, si je me trompe pas. Moi, je connais des gens qui l'ont eu à $12. J'avais le bon de commande et j'ai pas osé l'envoyer parce qu'à l'époque, il n'y avait pas encore de facilité sur Internet. Fallait ouvrir un compte aux États-Unis. J'avais le dossier et voilà. C'est le problème. Après, quand tu rapatries quand tu utilises tes options en Europe, quand tu l'utilisais, tu payes quand même 40%, je crois, de taxes en plus, donc ça fait un peu mal aux fesses. Mais tout ça pour dire que Tim Cook, il a quand même eu des actions très intéressantes, très pertinentes. Il y a surtout le fait qu'il soit déclaré clairement pour la cause gay et qu'il a fait son coming out il y a quelques temps. C'était pas important pour lui. Et tu crois que ça va jouer, ça, justement, dans la décision ? Ça peut jouer parce que c'est quand même quelque chose d'assez marquant le dirigeant d'une des premières entreprises du monde indique clairement, voilà, j'ai pas voulu en parler, mais je le fais aujourd'hui parce que je sais que ça peut améliorer les choses. C'est pas important, en fait, on se rend pas forcément compte de notre côté, mais c'est un pas très important. Voilà, et surtout, Tim Cook marque vraiment aujourd'hui. C'est courageux, oui. C'est courageux, je sais pas si c'est du courage, mais c'est intéressant. Maintenant, Annie, je dirais, c'est triste de devoir aujourd'hui dire, je suis gay, je fais mon coming out, c'est aussi un problème. Les gens ne devraient pas avoir à le faire finalement. Mais c'est quand même intéressant. Et surtout, je pense que Cook, il a quand même très profondément modifié quand même l'approche de communication d'Apple. Et ça, c'est un point intéressant. Depuis la disparition de Steve. C'est-à-dire qu'en fait, si vous comparez Apple aujourd'hui comme elle était il y a 3 ans, c'est une société beaucoup plus communicante qu'elle a été par le passé. C'est une société qui communique aujourd'hui sur la différence, qui communique qui fait vraiment des gros rapports sur le travail, sur les conditions de travail, sur tout ce qui est partie écologie, etc. Et c'est plus du tout la firme totalement cloisonnée qu'elle était il y a quelques années. Donc de ce côté-là, Tim Cook a fait aussi un gros travail, et l'Apple d'aujourd'hui est quand même vraiment l'Apple de Tim Cook. Ouais. Est-ce que ça justifie la couverture de Time? J'en sais rien. Ouais. Je suis pas dans le. Bon, on en reparlera quand le choix sera dévoilé. Hein. Je voudrais même aller plus loin que Guillaume en disant qu'il a fait évoluer Steve sur ce plan, et que cette orientation était déjà là depuis ses premiers relais dans le leadership et dans la gouvernance d'Apple, et petit à petit Apple s'est ouverte davantage et a communiqué un tout petit peu plus en prenant en compte sa responsabilité sociale. Et c'est le grand mantra là en ce moment de Tim Cook. Ça n'est pas seulement au niveau personnel, parce que il risque rien, mais c'est au niveau des parts de marché de la boîte, où un certain nombre de dictatures ou quasi-dictatures n'ont pas l'approche libérale que peuvent avoir les démocraties avancées. Et donc, on a parlé il y a une semaine ou deux de la statue de Steve qui avait été déboulonnée en Russie, justement à cause de cette prise de position. Excusez-moi, je vous montre juste, voilà, je checkais Twitter, et voilà, le tweet, c'est l'homme numéro 1, c'est lui. Voilà, pas besoin de vous préciser qui est sur cette photo avec une chapka et un manteau en épaisse fourrure. Voilà, cette photo continue de faire pas mal de bruit. Gilles, on va te retrouver dans un instant pour ton portrait de la semaine, et on va parler de John Rubinstein, un nom qui dit peut-être quelque chose à certains d'entre vous. Un petit rappel Twitter avec le hashtag iWeekTV. Ça, c'est pour vos questions, vos réactions. On continue de les surveiller, vous le voyez, et on a un tout petit peu de mise à jour à faire. Ce sera juste après, justement, Gilles, ton portrait. C'est l'un de nos nouveaux rendez-vous dans iWeek. À tout de suite. Voilà, portrait d'Apple avec Gilles Dounès, le directeur de la rédaction de MacPlus.net. Alors on s'est promis, Gilles, de faire vite et bien, hein, mais bien surtout, et pour nous dresser le portrait d'un des cadres d'Apple qui n'est plus chez Apple, John Rubinstein. Il a marqué son époque quand même, hein. Oui, parce qu'il est parti en 2006, juste quand il a passé le relais
à Tony Fadell au niveau de la division iPod, mais c'est lui qui a véritablement sauvé Apple financièrement en même temps que Tim Cook, dont on parlait tout à l'heure. Dans la mesure où il avait déjà fait un bout de chemin avec Steve chez Next, il était rentré chez Next et il a été viré pratiquement assez vite parce que Next a été obligé d'arrêter la fabrication de ces stations sur lesquelles avait travaillé John Rubinstein, qui est l'homme du matériel. Et quand Steve revient chez Apple, il demande aussitôt à John Rubinstein de venir l'aider, et parmi tout le fatras des technologies propriétaires qu'il y avait chez Apple, où tout était fabriqué et conçu en interne, il va trouver le PowerPC, la puce G3, qui va servir à la fois à faire le premier PowerBook de haut de gamme G3 qui va restaurer les marges de la société, et ensuite qui va servir à fabriquer l'iMac, qui va lui aussi remettre Apple vraiment remettre sur les rails. Et c'est lui aussi qui va, au moment où Apple se demande ce qu'il va faire sur le marché de la musique, revient du Japon. Il n'y a pas de solution au niveau des baladeurs, rien sur le marché. Il revient du Japon avec le micro disque dur de Toshiba, et l'iPod va être construit autour véritablement de ce disque dur. C'est vraiment lui avec Tim Cook qui a sauvé Apple du marasme dans lequel il était, quand Steve Jobs est revenu, il n'y avait plus que 3 mois de trésorerie dans les caisses. Ouais. Guillaume, tu as la même souvenir de John Rubinstein? John Rubinstein, pour moi surtout, c'était vraiment comment dire. Moi, je me souviens de pas mal de petites choses. Rubinstein, pour moi surtout, c'est malheureusement pour lui l'échec du Palm avec le WebOS, quand ils ont sorti les Palm Pre, et donc une fois qu'il a quitté Apple, puisqu'il s'est quand même fait lourder d'Apple avec perte et fracas. Et il a quitté Apple, il est devenu le président de Palm. Mais de Palm, en fait, on va dire, des dernières périodes. Ouais. Voilà. Et ce qui est dommage, c'est qu'en fait, je pense que c'est un mec brillant, c'est vraiment un type brillant, et c'est vraiment un super ingénieur. Il avait fait une présentation intéressante un jour je le trouvais très bien faite à l'époque sur les PowerPC G4, sur l'histoire des pipelines dans les processeurs. C'était assez bien foutu pour une conférence. Mais surtout, c'était un super bon ingénieur, et j'ai trouvé ça terrible, en fait, qu'avec les idées qu'ils avaient eues pour WebOS, qu'il y a eu un tel gâchis derrière. En fait, ils se sont fait racheter par différentes sociétés, par HP, je crois maintenant c'est LG, c'est LG, je crois qu'ils les a repris. Oui, c'est LG qui a racheté WebOS. Ils avaient des technologies en or, qui étaient vraiment très intéressantes à l'époque. Supérieur à ce qu'a fait Apple avec iOS. Même il y a des fonctions aujourd'hui de WebOS qu'on retrouve maintenant dans iOS. Et c'est dommage qu'ils aient pas pu aller plus loin que ce qu'ils espéraient. Et il y a eu du gâchis. Voilà. Et sinon, surtout un excellent ingénieur. Enfin, c'est quand même une tronche. Ouais. Faut pas se leurrer. C'est vraiment l'homme des Power Mac aussi. Oui, c'est ça. C'est l'homme du Power PC. Il est parti parce que au moment où en fait, Apple était passé sur la plateforme x86, qui sont les processeurs Intel. Et surtout, je l'ai oublié, il a appris aux ingénieurs d'Apple à réussir du premier coup et à se lancer. Tant pis si toutes les vérifications ne sont pas faites, on se rattrapera ensuite avec les versions ultérieures. Ce qui fait que les machines qu'on achète 3 mois ou 6 mois après leur lancement souvent n'ont rien à voir avec ce qui a été proposé dès le départ, quoi. Bon, voilà pour ce rapide portrait de John Rubinstein. Ça va nous donner l'occasion dans quelques secondes de vous offrir un nouveau cadeau avec notre partenaire. Alors ne quittez pas, c'est tout de suite dans iWeek. Voilà, et pour être très précis, ce moment qui vous permet de gagner un cadeau, ça commence dans une seconde.
Voilà le jeu Moby. Cette semaine, on retrouve notre cadeau initial, si vous vous souvenez bien, ce Magic Charger qui vous permet de ne plus avoir besoin de piles pour votre Magic Mouse Apple. C'est un chargeur à induction que vous installez à l'intérieur de la souris. Vous posez la souris sur ce petit socle ici à induction et votre souris est toujours chargée. Plus besoin d'acheter des piles. Ça va vous faire gagner pas mal de sous et c'est le cadeau qu'on vous offre aujourd'hui dans iWeek. Alors comme chaque semaine, une question avec Twitter comme juge de paix. Je pensais à Robinstein quand tu en parlais, Gilles. Il y avait 2 hommes à l'époque chez Apple. Robinstein s'occupait du matériel et il y avait son équivalent qui s'occupait de l'OS, d'OS 10 au tout début. Ah oui, je m'en souviens, effectivement. Oui, exactement. Merci, Guillaume. Merci. Vous n'avez pas entendu, évidemment, ce tuyau donné par Guillaume. Alors, c'est très simple. Il faut que vous tweetiez avec les 2 hashtags iWeekTV et Moby, M-O-B-E-E, avec la bonne réponse, qui était le responsable de d'OS 10 chez Apple au moment où John Robinstein était là. Les 2 faisaient la paire. Voilà, votre réponse sur Twitter. Et c'était Bill Gates. Ça aurait pu être Bill Gates, mais non. Il était un petit peu plus au nord, Bill Gates. Voilà, votre réponse sur Twitter, on prendra le premier à avoir été le plus rapide. Attention, on fait très attention à l'orthographe. Donc, il y a des E, etc. N'en oubliez pas et n'en rajoutez pas, c'est très important. Voilà. Bonne chance à tous et la suite d'iWeek, encore un petit quart d'heure à passer ensemble. C'est dans un instant. Voilà, suite d'iWeek avec encore un quart d'heure à passer ensemble. Je voulais juste faire un petit point Twitter puisque vous utilisez le hashtag iWeekTV. Alors d'abord, je crois que tu te fais charrier, Guillaume, parce que tu parles un peu vite. Je vois pas de quoi du tout on parle, pas du tout. Voilà, donc on fait tous de gros efforts pour être compréhensible. Voilà, j'aime beaucoup aussi si vous remontez le hashtag iWeekTV, la photo envoyée par Sam, alors qu'on connaît bien parce que Sam c'est le jeune graphiste hyper talentueux qui nous aide à sortir l'appli iOS avec Jérôme qui est lui le développeur. Et Sam nous envoie cette photo apparemment d'un plateau de CNN sur lequel on voit effectivement des surfaces de Microsoft au premier plan. C'est ce que voient les caméras, mais juste derrière, il y a des iPads. Et en fait, un très bon support, en fait. Voilà, apparemment, voilà, iPad, mais bon. exactement, les surfaces servent de support aux iPads. Et puis voilà, bon, vous avez pas mal réagi à l'histoire des tablettes Microsoft. Oui, ça fait au moins 5000 tablettes utilisées dans le monde. Voilà, c'est gentil et c'est gentil, hein, évidemment. On aime nos amis de Microsoft, il n'y a aucun problème. Mais ils nous le rendent bien. Ah bon? Sam demande, oui, le meilleur du monde. Sam demande si on peut avoir gagner des mugs Watch TV plutôt que les cadeaux gentiment proposés par Moby. Est-ce qu'on peut faire un bundle? Tu parles de ce mug-là. Je pense qu'on fera on va faire un spécial cadeau pour les fêtes de fin d'année. On en a très peu, on en a 8 pour être très précis aujourd'hui, donc elles sont collecteurs, comptées. Justement. Voilà, celles-là, elles sont hyper collector, elles servent. Vous voyez, c'est ce logo-là, elles servent pour les invités qui viennent passer un petit peu de temps en studio avec nous. Il y en a très peu, mais effectivement, l'un de ces mugs sera une récompense sans doute de la dernière émission de l'année. Hyper collector. Ils auront 1 million de mugs et puis voilà. Hyper collector. Je sais pas si elle aura plus de valeur si j'ai bu dedans, mais bon, ce sera à négocier. Allez, c'est dommage. On continue à passer l'actu en vue. À propos de l'Apple Watch, ça devient une carotte pour certaines boîtes qui proposent à leurs salariés de gagner une Apple Watch. Enfin, même pas de la gagner parce que tout le monde va en avoir une. C'est ce qui va se passer chez BuzzFeed. Un site d'infos insolite que vous connaissez peut-être. Vous connaissez BuzzFeed, les amis? BuzzFeed, oui, bien sûr. Oui, voilà. Bon, donc voilà, ils sont 700 et donc ça fait déjà 700 Apple Watch de vendus pour Apple. C'est bien, non? Ah bah, alors même de l'avoir vendu, d'avoir montré quoi que ce soit, c'est bien. Enfin, montrer quoi que ce soit.
Et je pense mais bon, c'est vrai que ça, oui, c'est pas mal. Je pense que c'est pas la seule boîte qui va faire ce genre de cadeau, peut-être pas à tous ses salariés, mais en tout cas à certains d'entre eux. Il y a quand même une actualité sur le terrain des montres connectées. C'est l'un des concurrents d'Apple sur ce marché et qui est plutôt très actif, mais qui n'est actif que sur le territoire américain jusqu'à maintenant. C'est Pebble. Comment tu dis, Guillaume ? Ce soir, je serai la Pebble pour les lancer, je crois. D'accord. Alors Pebble vient de sortir en fait une app avec les options français, allemand et espagnol, ce qui fait penser à beaucoup que Pebble prépare son arrivée en Europe. C'est possible. C'est possible. Est-ce que Pebble typiquement, Guillaume, pour toi, c'est l'exemple justement de la montre pour geek et pas de la montre pour Monsieur Tout le Monde? Ouais, je pense que c'est effectivement une montre qui est... Alors, cela dit, j'ai quand même réutilisé mon propos. Je pense qu'aujourd'hui, ils sont en train de faire quelque chose d'intéressant, puisqu'ils ont quand même proposé une montre accessible financièrement et qui a des fonctions plutôt pas mal, mais technologiquement, qui sera quand même, je pense, inférieur à ce que proposait l'Apple Watch. Mais le segment, à mon avis, encore une fois, c'est plutôt le segment des... C'est pas la montre pour tous. Moi, je pense que, ne serait-ce que sur un point, c'est que les Pebble, vous me dites si je me trompe, mais pour moi, il n'y a qu'une seule taille de Pebble. Il n'y en a pas deux. Il n'y a pas une montre femme et une montre homme, par exemple. Je me trompe pas. Donc, du coup. Effectivement, je crois pas. Voilà. On sent que le positionnement, il est quand même très généraliste, mais généraliste dans le monde technologique. Et c'est vraiment une montre de technologique, qui a conçu sa montre pour ce plaisir. Et ils sont allés plutôt sur des produits intéressants et qui sont plutôt dans l'entrée de gamme. C'est-à-dire qu'effectivement, si on prend les gammes de Pebble, elles sont pas, la plus chère est à $200. On est loin des $350 annoncés l'Apple Watch. Ouais. Mais c'est bien. Enfin, je veux dire, c'est pas forcément même considéré comme une concurrence de l'Apple Watch. C'est pas forcément les mêmes gammes de prix. C'est pas le même positionnement. Donc, elles vont peut-être pas du tout s'attaquer l'une à l'autre. Ouais. Très juste. De toute façon. On va avancer sur les autres news parce qu'il nous reste 5-6 minutes et il y avait encore quand même deux trois sujets que je voulais absolument aborder avec vous aujourd'hui, les amis. Il y a une très bonne nouvelle pour nous les Français qui utilisons Dailymotion, notre site de partage de vidéos national. C'est que Dailymotion est désormais intégré à l'Apple TV. Ça, c'est une super nouvelle. Bon, bah dis donc. Ça, je savais pas quoi. Je savais pas si j'allais rebrancher un jour mon Apple TV. Je suis totalement motivé pour le faire. Hein. Bon, oui, excuse-moi, je suis un peu sarcastique. Ouais, un petit peu, hein. Légèrement. Non, mais alors après, non, c'est très bien qu'il y ait des nouvelles chaînes sur l'Apple TV. Maintenant, ça devient un canal de diffusion qui est finalement de plus en plus important. Mais ça pose toujours la question de est-ce qu'un jour Apple va se décider à faire un vrai SDK pour l'Apple TV, donc un vrai kit de développement pour l'Apple TV, pour que les développeurs puissent sortir des vrais apps. Comme on peut en sortir aujourd'hui sur l'iPhone ou sur l'iPad. Ouais. C'est une arlésienne, on entend souvent parler, on voit toujours rien arriver, c'est un peu dommage. Et du coup, on voit de temps en temps, voilà, sur Apple TV, un nouveau canal apparaître. C'est bien, Dailymotion, c'est bien, c'est une alternative à YouTube. C'est ça, ouais. Moi, j'aurais préféré voir Watch TV sur l'Apple TV. Ah, mais écoute, one day. One day. Ça va venir. Alors, l'autre nouvelle qui concerne l'Apple TV, c'est que l'appli YouTube a été profondément modifiée avec de la pub qui arrive. Hein, on sent qu'il y a sans doute un accord entre Apple et YouTube de ce côté-là, comme quoi les relations entre Apple et Google sont pas si mauvaises dans certains cas. N'est-ce pas? C'est de la coopération sur certains plans. Ouais. Et compétition sur d'autres, mais de toute façon, il y a un rapport de force qui est acté, de plus en plus d'Apple TV qui se vendent, et même si Chromecast a tendance à prendre le dessus, enfin bon, c'est pas le même prix non plus, et Google et YouTube sont clairement les premiers, même si il y a une stratégie de contournement de la part d'Apple sur le moteur de recherche en particulier. Là, YouTube, c'est le numéro 1 sur la diffusion de contenu en ligne, et donc ils sont forcés de s'entendre avec eux de la même façon que Samsung reste le numéro 1 pour la fabrication de mémoire NAND ou pour les écrans, donc ils sont obligés d'une certaine manière de continuer à passer par eux.
J'ai fait un aparté qui a rien à voir. Je peux faire un petit prendre le micro une minute? Bien sûr, Guillaume. Alors, j'ai une question sur le flux sur Twitter de Neil que je salue au passage. Nous aussi. Qui me demande pour un FileMaker serveur avec 35 utilisateurs, est-ce qu'il vaut mieux un Mac Mini ou un Mac Pro pour faire serveur? Un Mac Pro, c'est largement surdimensionné. Un Mac Mini avec un SSD, ça suffira largement. Voilà. Ce n'est que de la gestion de base de données, voilà. Donc, alors après, se pose la question de l'usure du SSD. On pourrait me dire, oui, mais le SSD, ça s'use trop vite après. Enfin, le cycle d'usure d'un SSD de quelques années avant qu'il soit vraiment, qu'il y ait vraiment des chutes de performance gravissimes. Donc, on peut penser que il y a un peu de temps avant que le SSD soit bon acheté. Donc, le disque dur aurait lâché bien avant, de toute façon. C'est content de profiter de meilleures performances. Ouais. Voilà. Alors, je jetais un œil moi aussi à Twitter. Alors, personne n'a donné la bonne réponse. Écoute, c'est incroyable. Pour l'instant, il n'y a pas de bonne réponse. Et alors, qui est Henri Lamiro? Est-ce que c'est un de vos amis? Parce que non, je ne sais pas. Je sais pas du tout qui est Henri Lamiro, qui aurait été chez Apple. Non, on va vous aider parce qu'apparemment, Titou nous dit même pour Google, la question est difficile. Je pensais pas que ce serait si difficile que ça. Il a un nom. Henri Lamiro existe. Voilà, il est responsable d'iOS et OS 10. Voilà, il a un nom d'origine arménienne et Guillaume vous a donné son prénom tout à l'heure. Avi. Allez, on va dire que c'est Avi, A-V-I-E. Allez, si vous trouvez pas son nom de famille avec toutes les infos que vous avez, c'est vraiment que vous avez des moufles, comme on dit. Bon, il nous reste quelques minutes pour continuer d'avancer. Alors on va sortir de l'univers strictement Apple, puisque vous savez que dans iWeek on parle de l'écosystème, donc on s'intéresse aussi à ce qui se passe en face. Vous l'avez vu pour la Pebble Watch et à l'instant, on va s'intéresser au successeur du Galaxy S5 de Samsung avec des specs, des spécifications qui apparemment on se tape. Voilà. Je sais pas, oui, c'est pas si évident que ça. Moi, j'étais curieux de voir par exemple de quelle diagonale d'écran on parle. Bon voilà. 12 pouces. Si les rumeurs sont justes, on est sur un écran de 5,5 pouces. Voilà. Pardon, Guillaume? iPhone 6 Plus. Oui, absolument. iPhone 6 Plus. Avec une résolution de 2660 par 1440, on parle de 3 Go de RAM, 2 capteurs photo, 20 mégapixels à l'arrière, 5 mégapixels en façade, 32 Go d'espace de stockage. Voilà, et un processeur... Tu sais bien que le problème, par exemple, tu es dans le monde technologique, tu sais très bien, par exemple, que le plus de pixels ne veut pas forcément dire meilleure qualité. Bien sûr, non, bien sûr. Sortir des chiffres. Non, bien sûr, non, mais c'est une donnée technique, ça veut pas. Sur un téléphone, il y a de l'affect, ce qu'on a expliqué il y a pas longtemps, c'est qu'en fait, sur les objets technologiques, nous avons de l'affect, de l'émotion qui doit transparaître à partir de l'appareil, et si les choix de matériaux sont pourris, si l'appareil ne tient pas bien dans la main, si il aura plein de choses. S'il aura beau avoir les meilleures caractéristiques techniques du monde, il sera pas forcément le plus attirant. C'est pas celui-là que les gens choisiront. Absolument. Je ne condamne pas l'appareil à l'avance. Je ne dis pas que c'est un mauvais appareil quoi que ce soit. Je dis juste que depuis maintenant pas mal de temps, je me méfie totalement des caractéristiques techniques parce que elles n'arriment finalement à rien. On sait très bien par exemple qu'un appareil Android a besoin de beaucoup plus de mémoire qu'un iPhone pour fonctionner parce que sa gestion des mémoires est souvent moins bonne qu'un appareil iOS. Et du coup, il n'y a pas forcément besoin d'avoir beaucoup de mémoire sur un appareil iOS. Ça a été montré très récemment. Il y a des tests qui ont montré que finalement, un iPhone avec 1 giga de mémoire fonctionne mieux qu'un iPhone. Mes amis, on va pas pouvoir faire beaucoup plus long parce qu'on arrive à la fin de l'émission. Je voulais juste qu'on termine sur une image pendant que mes feuilles se cassent la figure. Regardez. Barack Obama qui a écrit aujourd'hui sa première ligne de code. Alors c'est évidemment un symbole. C'est le premier président américain à avoir fait cet effort, ou avoir fait cet effort d'apprentissage. À l'heure où on parle beaucoup de l'apprentissage du code à l'école, voilà, ça va peut-être devenir un langage universel quelque part. Il a écrit quoi alors? Hello World? Écoute, j'ai pas vu le détail, mais en tout cas, il a écrit sa première ligne de code. Voilà. Bon, merci beaucoup à tous les deux. Merci beaucoup Guillaume. C'était un plaisir de passer cette heure avec toi. Ça passe toujours aussi vite. Eh oui. Et merci aussi à toi Gilles. On te retrouve sur macplus.net évidemment. Voilà, vous retrouvez Watch évidemment sur les box. Vous commencez en tout cas à connaître les numéros
Canal, Box de SFR 178, Freebox 154, B-Box de Bouygues Télécom 127 et TV d'Orange sur la 168. Merci à tous de votre fidélité à iWeek, toute l'actu Apple en live. Rendez-vous mardi prochain à 20h. Salut à tous! Moby vous a présenté iWeek, toute l'actualité Apple en live sur Watch TV.